Bonjour Christelle, Bonjour Sylvain, bonjour à toutes. bonjour à toutes et bienvenue dans ce tout nouvel Autostorm consacré à un sujet, moi, qui me parle beaucoup, c'est le sujet de l'essentiel. Comment être sûr qu'on va à l'essentiel dans sa vie pour avoir une vie qui nous épanouit au maximum. Et là-dessus, Christelle nous a fait le cadeau de lire un livre qui va lui aussi à l'essentiel, qui s'appelle, je crois, L'essentialisme, c'est ça? C'est ça, Et qui est l'auteur? de Greg McCone. Voilà. Et, et donc ce livre-là, tu m'as dit qu'il était extrêmement riche et que limite le livre fait 250 pages, mais que si on voulait prendre des notes dessus, on recopierait presque le livre en entier, tellement chaque phrase est hyper inspirante. Et donc là, moi, ce qui m'intéresse vraiment, et je pense qu'il peut vraiment intéresser nos auditrices aujourd'hui, c'est que tu nous parles donc de certains points qui t'ont marqué dans le livre et qui pourraient du coup nous aider à aller à épurer notre vie pour être sûr qu'on va à l'essentiel et qu'on maximise notre bonheur, tout simplement. Waouh, super, quelle grande mission. Ouais, n'est-ce pas? Et ben, j'ai envie de commencer par une question, Sylvain, qui est comment sais-tu si tu es réellement efficace, essentiel au quotidien? Alors moi, par rapport à ça, à chaque fois, je me dis, tu sais, quand je dois faire une activité au quotidien, je me dis il y a 2 choses. Il y a à la fois les échéances, les deadlines extérieures, donc les échéances extérieures qui me sont fixées et en plus, le paramètre de mon état physique qui va me dire, tu sais, de l'intuition presque, qui va me dire: «Là, j'ai envie de faire ça». Donc à la fois, j'ai des demandes de mon corps et en plus, j'ai des demandes extérieures et j'essaye du coup de prendre en compte ces 2 paramètres-là pour faire des activités qui vont soit satisfaire, mon être sur le moment ou soit qui vont contribuer à me permettre de satisfaire des échéances extérieures auxquelles j'ai accepté de répondre, tu sais, rendre tel travail, tel jour et cetera. Voilà comment je fais en gros. OK, et ben, écoute, super. Mon objectif avec cette question était d'identifier de quel côté tu te situais sur un profil de non essentialiste versus un profil d'essentialiste. À savoir que la majorité d'entre nous sommes du côté non essentialiste, où on va avoir ce sentiment d'être débordé, épuisé, à courir après le temps, à avoir plein de responsabilités, de casquettes, à avoir aussi ce sentiment de perdre le contrôle de sa journée, de sa vie. Avec cette notion où on va s'y prendre au dernier moment, on va être, sursollicité et on aura tendance à dire oui à toutes les propositions, les opportunités, de trouver tout important Mmh. et d'essayer de trouver du temps pour tout et du coup de passer, son temps à être, oppressé, à vouloir faire plaisir à tout le monde et en même temps à vouloir plus ou moins aussi se faire plaisir, mais comme on a étant donné 24 heures, c'est défini et c'est comme ça pour tout le monde et bah, des fois, voilà, on est un peu pris de court et donc ça fait vraiment une espèce de pelote de laine emmêlée dont on n'arrive pas à se dépêtrer et ça va être versus le profil essentialiste qui lui, au contraire, son dicton, c'est de dire non systématiquement à 90 des choses qui se présentent à lui, même si c'est des belles opportunités. Donc c'est aussi savoir, dire non aux belles choses en se disant qu'il y aura une chose idéale qui va se présenter plus tard. Mmh. C'est aussi réfléchir aux choses importantes dans sa journée, dans sa vie et se demander à quoi renoncer, à quoi je peux renoncer à ce moment pour être mieux, pour être focalisé sur ce qui a de l'importance dans mon quotidien. Mmh. Ça va être prendre le temps justement de déterminer cet important, cet essentiel et justement d'écarter les obstacles, de faciliter l'action et de créer ce sentiment de maîtrise, de satisfaction et d'épanouissement parce qu'on aura fait des choix en conscience pour Mmh. soi, en mettant en place de stratégies réfléchies et logiques. Et donc c'est ça un peu le
tout ce que va présenter ce merveilleux livre qui est très dense, ça va être à chaque fois de nous confronter à ces 2 profils et de savoir dans quelle situation on se trouve à chaque fois. Avec cette notion de, comme je disais, le non essentialiste, il est dans une pelote de laine emmaillotée et donc sa seule obsession, c'est d'arriver à destination et donc il est toujours focus sur la destination et donc un peu dans un mécanisme, d'automatisme et de choix par défaut et d'être un peu en réaction par rapport à ce qui se présente dans sa vie. Alors que l'essentialiste, il va avoir sa flèche, sa ligne droite tracée, donc c'est son fil de pelote de laine, mais qui est démêlé, qui est droit à plat. Il sait vers quelle direction il va. Ses choix sont réfléchis et conscients et il fait tout de manière délibérée. Donc il est vraiment dans cette prise d'être acteur de sa vie. Et donc lui, ce qui l'importe, c'est pas forcément la destination, c'est le chemin. Et donc il Mmh. va prendre plaisir à se focuser sur le chemin. Waouh! Bah, hâte du coup de savoir, les premiers ouais, les astuces qu'il donne par rapport à ça, ouais. Oui, et du coup, l'auteur nous donne un plan d'action à suivre pour devenir essentialiste et faire de son quotidien un essentiel. Et donc, ça va être vraiment l'objectif de mettre son énergie et son temps dans les bonnes activités et se concentrer sur l'essentiel pour apporter la meilleure contribution possible. Et donc les fameuses bonnes choses, eh ben, c'est à vous de les déterminer. Chaque chose, activité sont propres à chacun, mais il y aura ce temps de réflexion à mettre en place pour trouver cet essentiel et cet important et ça, c'est tous les jours que ça se fait. Et un exemple de personne qui faisait ça, c'est de mémoire, Bill Gates. Je crois qu'il le fait toujours. Il a 2 semaines par an où il appelle ça les Think Week, où il va se retirer pendant une semaine et il profite de ce temps-là pour réfléchir, pour penser à la vie, pour, penser aux prochaines actions qui seront les plus profitables à sa vie, à son activité professionnelle, à lire des livres pour se ressourcer, se recentrer sur l'important. Donc le premier conseil qu'il donne pour, savoir qu'est-ce qui est important, c'est du coup, de s'offrir des moments de réflexion ou de silence au milieu de l'activité quotidienne où tu disais on court toujours à droite et à gauche. Et là, du coup, une étape qui peut être intéressante, c'est de se poser, soit seul, soit par exemple avec un coach ou, une personne ressource en tout cas, pour, se demander: «Qu'est-ce qui est important dans ma vie, finalement?» C'est ça, hein? Ouais, c'est ça, c'est une des premières étapes. Mais avant de continuer sur les étapes, j'aurais voulu préciser le paradoxe du succès. Donc c'est un point important qu'il décrit dans son livre qui dit en gros qu'on a, quand on va être par exemple embauché dans une entreprise, on va avoir un objectif clair. On nous embauche pour atteindre un objectif et du coup, une fois que cet objectif, il est atteint, on a une victoire, on acquiert une certaine notoriété au sein de l'équipe, au sein de l'entreprise et donc on va devenir le collègue un peu référent, le collègue sur qui on peut compter et donc ça va nous apporter de nouvelles opportunités, de nouvelles responsabilités, mais aussi de nouvelles sollicitations. Mmh. Et donc là, on va avoir tendance à s'éparpiller, à dire oui à tout bout de champ pour être ce fameux collègue sur lequel on peut compter. Mmh. Et on va, se retrouver finalement débordé par plein d'activités non essentielles qui vont du coup réduire notre efficacité et notre productivité et qui vont nous faire perdre en fait, tout ça nous a fait perdre de vue l'objectif premier et donc d'être, essentialiste au final, c'est un peu sortir de ce paradoxe du succès où on se rend indispensable parce qu'on a accompli plein de choses et donc on Mmh. va déconstruire ça en se retirant, en fait, des sollicitations et cetera pour retrouver l'essentiel et au final retrouver une notoriété et un respect face à ses collègues et à son équipe parce qu'on aura, retrouvé l'objectif de base ou un nouvel objectif, mais du coup, on sera resté sur l'essentiel et donc même si
notre notoriété, elle sera plus comme vue comme le bon collègue sur qui on peut compter, mais elle sera un peu comme l'expert du mec, voilà, qu'on va pas embêter parce que c'est l'expert, mais Mmh. quand on le sollicite, on sait que ce pourquoi on le sollicite, il sera expert et ça sera bien réalisé. Donc Ouais, c'est un peu, voilà, sortir de ce paradoxe. ouais, tu vois? Est-ce que c moi, pour me motiver à faire ça, du coup, ce que tu me de d'après ce que tu me dis, je me dis, en fait, de penser à au long en mode long terme. C'est-à-dire qu'à long terme, si au début, donc j'ai du succès et que j'accepte après tous les trucs parce que je veux être le mec sympa qui va fluidifier la vie des gens en qui on peut compter, mais que je me rends compte que le projet du certains projets vont moins me plaire, ou je vais plus avoir le temps pour le faire et donc je vais décevoir finalement par rapport à la aux exigences que j'ai. Et bah, je me dis à long terme, si j'accepte tout, et bah, finalement, je vais me décevoir, je vais décevoir les autres et donc ça va pas être satisfaisant pour moi. Donc c'est un peu, tu sais, une motivation que, d'après ce que tu me dis, que je veux utiliser pour me dire, pour apprendre à dire non, à mettre, ouais, à mettre des limites. C'est ça, parce que du coup, dans cette quête du succès et ben, en tout cas dans ce paradoxe qu'on a évoqué, bah, ça va être, comment dire? Mettre toujours plus de choses dans son agenda, donc la quête du toujours plus, la quête de trop de choix et du coup entraîner une fatigue décisionnelle. On va avoir une pression sociale de se dire: «Bah, faut que je sois à la hauteur de toute la confiance, tout le respect qu'on me donne». On va avoir aussi, bah, la surcharge d'informations, d'opinions, de vouloir tout faire, d'être présent à tous les fronts et donc ça vient nourrir des peurs un peu comme la FOMO, la peur de manquer des informations, la peur de pas être, accepté et cetera et tout ça, en fait, c'est un effet boule de neige qui, au final, bah, nous entraîne vers la pente de l'échec, alors qu'au début, bah, notre objectif, c'était le succès. Et ça peut aller plus loin, en fait, si on met ça à l'échelle d'une vie où, une étude a été faite sur les 5 plus grands regrets d'une personne quand elle arrive à la fin de sa vie et un des 1ers qui arrive en tête, c'est, le regret d'avoir, de ne pas avoir vécu sa vie et d'avoir plutôt vécu la vie que celle, que les autres personnes auraient voulu qu'on vive Mmh. et donc ça, c'est un regret qui arrive, en tête d'affiche et donc cette quête de toujours dire oui et d'être toujours, non essentiel au final, d'être, dans le plus et ben, ça peut nous amener à créer des regrets parce qu'on se sera complètement perdu dans toute cette quantité de trop. Et je crois qu'un autre regret parmi les 5, c'est de ne pas avoir connu plus tôt le podcast des Farpettes, je crois, si ma mémoire est bonne. Mais c'est Il me peut-être un semble biais qu'il y de ma avait part. ça, ouais, mais ça Ouais, devait être écrit ouais, en petit, tu sais, petit caractère en dessous là, sine qua non. grave. Mais ouais, mais tu en plus, tu sais, ça me fait penser aussi à, dans communication non violente, il parle beaucoup de quand on veut accélérer. Parce qu'en fait, ça me fait tout ce que tu as évoqué, ça me faisait penser un peu à une machine qui s'emballe. Tu sais, qui commence à marcher et après et dans la communication non violente, ils disent: «Quand vous voulez vraiment vous commencer à vous précipiter, à aller là, faut que j'aille et elle dit: Ralentissez, faites une pause». Parce qu'en fait, on se rend compte que c'est des moments charnières où on passe de la présence, efficace à l'emballement et en fait, quand on sent qu'on est dans l'emballement, ça en plus, ça me fait penser à ce que tu disais au départ sur, les personnes qui sont non essentielles. C'est plutôt au niveau mental de vouloir rejoindre l'arrivée plutôt que de profiter du chemin et en fait, dès qu'il y a de l'emballement, on sent qu'on est vraiment dans la tête, qu'il y a que le chemin il y a que l'objectif qui compte et qu'on n'est plus du tout à savourer le paysage et ce qu'on est en train de faire, l'action et tout. Donc c'est ouais, ça me fait penser à ça, se dire, dès qu'on a envie on sent qu'on est en mode frénésie, qu'on veut aller trop accélérer, ne pas hésiter à ralentir et voir ce que ça donne, de faire 5 minutes de pause et parce que peut-être on se dira: «Ah ouais, finalement, je me sens mieux quand même. Je me sens plus serein». Ouais. C'est exactement ça et donc pour atteindre cet objectif, d'être essentiel, essentialiste dans sa vie, c'est pas moi qui ai choisi, l'exemple, mais il était, nickel. C'est, l'armoire de votre vie, l'armoire de sa vie et donc c'est vraiment d'imaginer son armoire de vêtements qui est pleine à craquer de plein de vêtements qu'on a depuis, des années ou qu'on achète, voilà, au fur et à mesure, dont une partie qu'on n'a jamais mis,
Je peux même aller plus loin avec des vêtements dont on n'a jamais porté, qu'on n'a jamais porté et qui portent encore l'étiquette Mmh. Avec le prix et tout? avec le prix et cetera. Et et donc du coup, tout ça au fur et à mesure des années, bah, ça va être une sorte de débarras où s'accumulent les vêtements et qu'un jour ça va déborder et qu'on va se dire: «Bon, je vais faire un peu de tri». Voilà, on va se dire: «Bon là, il faut que je fasse un peu de tri» et vous allez, voilà, procéder, un peu à l'aveugle, là, à l'aveuglette, sans vraiment de méthode ou de stratégie et vous allez réussir à faire, voilà, un peu de tri, un 10 qui sera parti, enfin qui Mmh. sera sorti de l'armoire. Mais du coup, le bazar va revenir, très rapidement parce qu'on n'aura pas eu de méthode, de plan d'action, on ne sera pas allé jusqu'au bout et on aura aussi, été, confronté à plein de choses. Par exemple, faire du tri, bah, quand il y a trop de choix, trop de choses possibles, bah, ça rend les choix difficiles. Mmh. Ça révèle aussi des regrets de se dire: «Ah mais ça si je le donne, j'aurais peut-être envie de le mettre plus tard» ou si vous avez déjà donné quelque chose, bah, vous regrettez parce que vous aurez voulu encore l'utiliser. Hem Enfin voilà, ça va vous créer plein de ça va vous chambouler en vrai, ça va vous forcer à aller regarder à l'intérieur. Ça va vous demander de savoir ce que vous voulez, de ce que vous ne voulez pas et donc tout ça, en fait, c'est une véritable introspection Mmh. et en plus de faire ce tri, c'est, par définition, du coup, de faire du vide. On va créer du vide, on va créer de la place. Et face à cette, situation, on va avoir, en tout cas moi je peux illustrer avec 2 clientes que j'ai eues. On va avoir, la cliente qui a la peur du vide et qui va s'empresser d'aller racheter des vêtements et des choses pour recombler le vide qu'elle aura créé et donc elle va se remettre dans la boucle de non essentialiste et à l'inverse, une cliente qui a créé du vide qui a été confrontée parce que du coup, quand on crée du vide et la peur du vide, c'est, bah, c'est rien, c'est en gros, on se retrouve tout seul face à nous-mêmes. Donc c'est se confronter à soi-même et elle, à l'inverse, elle a fait du vide et elle est arrivée à un point où elle s'est tellement ressourcée, que ça lui a fait tellement de bien de se retrouver, de se reconnecter à elle, qu'elle ne cesse de faire du vide au final. Elle est Mmh. toujours, toujours à faire du vide et à limiter les choses qui peuvent la remplir parce qu'elle a envie de continuer à être en connexion avec elle-même et à se ressourcer, se reconnecter. Donc on peut avoir différentes réactions face à ce vide, à ce tri qu'on est en train de faire et c'est là en fait que ça va se jouer, de basculer du non essentialiste à l'essentialiste. Et l'accompagnement, parce que toi, du coup, l'accompagnement que tu proposes, ça peut quand même être un soutien pour les personnes qui, au début, ont peur, par exemple, de faire du vide. Et peut-être que d'être avec toi, accompagné par une personne comme toi, ça permet de mieux traverser cette incertitude, non? Ce changement, ce nouveau état intérieur? Oui, totalement, parce que du coup, ça va c'est le prochain point, ça permet de structurer, d'avoir une méthode, d'avoir une stratégie d'approche, un plan d'action qui fait qu'on sort du mental pour aller vraiment chercher l'intérieur, mais chercher l'intérieur selon un processus et donc du coup, ça devient un peu plus, simple, on est moins dans la résistance parce qu'on se dit: «Bon, je suis à l'étape 1, OK, je vais à l'étape 2, je vais à l'étape 3 et cetera et donc ça permet de se structurer. Au début, bah, c'est comme tout, hein, c'est le temps de déconstruire les anciennes habitudes pour mettre en place de nouvelles habitudes Mmh. et heu et donc voilà, c'est vraiment de se créer un plan d'action et le fameux plan d'action proposé par l'auteur, il est d'une simplicité incroyable. On ne peut pas faire plus simple et en plus, bah, c'est voilà, c'est ce qui est pratiqué, en séance de home organizing notamment. Les 3 étapes sont simples. C'est examiner, éliminer, réaliser. Examiner, éliminer, réaliser. C'est ça et donc dans examiner, et ben, on va avoir, toute la partie de choix. Donc, on va dire que le gros de la partie, examiner, ça va être de faire un choix.
Alors, on a plusieurs méthodes pour prendre une décision et pour faire un choix. C'est bien sûr ce choix, il va falloir qu'il soit, structuré pour qu'il soit pareil, le plus simple, le plus efficace, le plus facile pour nous. Mmh. Et une des méthodes, implacables, c'est la règle des 90. Alors, je vais illustrer ça avec un recrutement. Donc on a, vous avez besoin de recruter quelqu'un pour votre entreprise et donc on a, un panel de CV et là, on peut noter de 1 à 10 les CV en fonction du poste. Mais bien sûr, donc il y a la fiche de poste à côté, mais il va falloir, peut-être sélectionner, des critères indispensables. Donc voilà la base minimum à avoir Mmh. et la base maximum à avoir, vraiment ça c'est le top du top si on arrive à cocher ça. Donc déjà vous avez des critères de base à identifier et après avec ces critères de base, vous allez pouvoir noter de 1 à 10 chacun des CV ou des entretiens, peu importe à l'étape à laquelle se trouve et en gros, on va avoir, la partie des, 9-10 où là, c'est très bien. On va Ouais. avoir la partie des, 8 à 6 où là, c'est moyennement bien et après en dessous de 6, on va dire que ça correspond pas à l'offre et donc en gros, ben, tout ce qui est en dessous de 6, vous éliminez d'office, ça ne correspond pas. Mmh. De 9 à 10, bah, c'est pile poil dans ce que vous recherchez, donc vous prenez et après il va rester la fameuse zone des 8 à 6. Ouais. Enfin, ou voilà, entre 9 et 6 et cette zone-là, en fait, on va passer bien souvent énormément de temps sur cette, zone-là à se dire: «Oui, alors c'est pas tout à fait ça, mais quand même ça se rapproche du 9 ou à l'inverse, hem, ah c'est plus du 6 donc c'est pas tout à fait ça» et en fait, on va perdre du temps sur cette zone-là à se dire: «Bah, qu'est-ce que je prends et qu'est-ce que je prends pas de cette zone?» La réponse est simple, vous ne prenez rien. Pourquoi vous contenter de quelque chose qui n'est pas idéal? C'est comme si, vous avez une chaussure, qui fait du 40 devant vous là et que vous essayez de rentrer un pied qui fait du 42. Beh, pourquoi essayer? Ça ne correspond pas et en plus, c'est se contenter, de prendre un peu les miettes. Donc la règle des 90, c'est de se dire que tout ce que je n'aime pas à 90, entre 90 et 100, c'est automatiquement non, c'est rejeté et ça va, à la poubelle ou c'est refusé ou voilà Et s'il y et a donc pas de 90-100? S'il y a personne on prend rien, on prend rien. on prend rien. En fait, c'est ça, c'est une sorte de critère très strict de se dire: «OK, déjà j'ai ma liste de critères, soit la Ouais. personne elle coche les critères, soit elle coche pas les critères» et de Mmh. pas, descendre en dessous de 90 et donc quand par exemple, si je reprends l'exemple de l'armoire, Ouais. quand on va se demander, qu'est-ce que je garde de ce que je garde pas et ben, on va aller plutôt chercher des questions qui sont du style, «Est-ce que ce vêtement me va vraiment bien?» Mmh. Et donc là, s'il me va à 70, on élimine. Ouais. Est-ce que j'aime vraiment ce vêtement? Mmh. C'est soit oui, soit non. En fait, c'est ça, c'est de plus se dire: «Oui, ça peut un peu correspondre» et c'est sortir de ce demi-temps et de se dire: «Il faut un oui ou il faut un non» et du coup, pour créer ça, bah, il y a la règle des 90 où on va trancher tout de suite. Est-ce que j'aime vraiment ce truc-là? Oui, non. OK. Si je l'aime à 80, non. Bah, hop, j'élimine et du coup, c'est peut-être dur à prendre comme rythme au début, d'être aussi strict et radical, mais au final, ça facilite énormément la vie et donc du coup, on va se ren c'est un peu la règle de Pareto où on va se focuser, là, c'est même pas Mmh. sur les 20 c'est sur les 10 des actions à mener qui vont engendrer 90 des résultats. C'est un peu ça l'équivalent et donc c'est à chaque fois de ne plus se contenter d'un truc moyennement bien, c'est d'aller toujours chercher l'excellence, quitte à, faire des sacrifices dans le sens où s'il y a pas, il y a pas et je suis OK avec ça, d'attendre qu'une nouvelle opportunité se présente et donc ça aussi, c'est un peu compliqué au début à
à accepter. Ouais, c'est ce que tu disais au départ sur tu disais, ouais, ils sont, les essentiels, ils sont prêts à attendre, et cetera, si jamais la bonne opportunité n'est pas encore là et ça me fait penser, tu vois? Et en plus, ce que tu dis, ça me touche beaucoup parce que c'est quelque chose que j'ai remarqué, moi, sur notamment au niveau des relations humaines, où des fois, il y a des gens qui vont être gentils, tu sais, qui peuvent être gentils, mais tu as plein de trucs à côté des fois, qui te titillent. Tu te dis: «Ouais, cette personne, elle est sympa», mais là, je sais pas, des fois, elle se braque sur tel sujet. Des fois, elle est négative sur d'autres et c'est pas totalement sain, tu sais, comme tu aimerais que ça soit et parfois, moi, avant, je pouvais me dire, par rapport à 80 de la société qui sont très négatifs, beaucoup plus négatives, c'est quand même cool d'avoir ce type de personnes. Mais en fait, après, quand je me suis rendu compte des impacts que ça a de gérer les moments où les gens sont violents, où tu sais, où ça te laisse un truc bizarre même à gérer, ça te gâche un peu tes moments présents. Parce que tu peux te dire, tu peux penser à telle réflexion, tu dis: «Tiens, c'est bizarre, cette personne, elle me fait une réflexion, je me suis pas senti bien avec elle, mais pourtant je sais que c'est une personne qui est sympa, parce qu'elle a quand même été là à tel moment de ma vie, elle m'a aidé pour ça». Et du coup, ça t'entraîne un peu à des questionnements que je trouve qui te plombent un peu après les moments, à la fois les moments de partage avec ces personnes et même les moments d'après où ton cerveau mouline ces trucs-là. Alors que je trouve que quand tu fais que les 90 dont tu parlais, 90-100, c'est tellement limpide que non seulement les moments, genre tu prends l'exemple des vêtements, non seulement quand tu as le vêtement, bah, tu es trop bien dedans, tu dis: «Putain, je suis bien, je kiffe et tout» et en plus après, une fois que tu as remis ce vêtement, tu l'as mis au linge sale ou ailleurs, tu y penses plus en fait. Tu te dis pas: «Ah», ça te garde pas dans la tête en disant: «Mais peut-être que est-ce que je le jette ou je le jette pas? Est-ce que» et en fait, quand ça te satisfait pas totalement, je trouve que ça te suit. Il y a les questionnements te suivent et te gâchent les moments d'après. Et moi, ça va être, tu sais, des trucs que je vais me dire pour me conforter dans le fait de faire du 90-100. C'est de dire que c'est pas anodin de faire moins, en fait. Exactement. En vrai, la notion d'essentialiste, heu, prédit en tout cas, heu, oui, enfin prédit, le dit en tout cas, qu'il existe de manière incontestable, une prévalence de l'insignifiant. Qu'en gros, 90 des choses qui nous entourent sont insignifiantes pour nous et ne sont pas importantes et essentielles. Et donc notre quête d'essentialiste, ça va être au quotidien d'aller chercher l'essentiel et donc ces fameux 10% dans tous nos domaines de vie. Ça peut être, dans les relations, donc faire le tri dans ses amis, dans ses affaires, dans ses projets. Par exemple, même si on est en salarié en entreprise, que votre supérieur arrive avec un projet, qui vous donne un projet à réaliser, et ben là, ça va être de dire: «OK, est-ce que j'ai du temps à accorder à ce projet? Ou est-ce que, voilà, je suis déjà OK dans mon temps, que ce que je fais, c'est déjà bien, j'ai encore la faculté de le produire de bonne qualité?» Et donc là, quand elle va vous tendre le dossier, de dire: «Je te fais ce dossier-là», votre rôle, ça va être: «OK, quel autre dossier je peux lâcher ou remettre à plus tard?» Donc Mmh. déjà là, ça remet en cause un peu le patron qui se dit: «Ah, OK, il me donne une information importante». Ou sinon ça va être: «OK, mais moi je suis prêt à prendre X ou X actions et par contre les Y autres actions, est-ce que toi tu es prêt à les prendre?» Ouais. Et d'aller toujours en fait soit chercher un compromis, mais dans le sens où c'est pas vraiment un compromis, négatif, c'est vraiment de prendre les tâches pour lesquelles on se sent à l'aise de les réaliser, qui ne va pas impacter le reste du travail, qu'on va pouvoir faire dans de bonne qualité et efficace et être efficace sur ces qualités. Ou à l'inverse de dire: «Bah, je veux bien prendre ce dossier-là, mais par contre, je laisse de côté tel et tel dossier ou je les retarde, voilà, pour plus tard, une fois que ce dossier-là sera clôturé». Sinon, voilà, et ça montre aussi ce respect et cette qualité de service que vous avez envie de proposer dans votre travail et donc au final, pour moi, ça traduit un certain professionnalisme. Ouais, et je suis totalement d'accord avec toi et je trouve que le de choisir les fameuses 90 personnes, enfin les 10 des personnes avec qui c'est génial, même au travail, dans toutes les sphères de sa vie, je trouve que c'est clé dans mon sens parce que, après avec les vraies personnes quand on se sent bien à l'aise et où il y a toujours de la discussion et on peut s'ajuster, on sent qu'il y aura toujours de l'intelligence et de l'intelligence de cœur. Et tu sais tout de suite, tu sais que toi, tu te dis, je sens que si je me sens pas bien, je pourrais lui partager, que la personne saura l'écouter et qu'à la fin, on saura trouver un truc, un accord qui nous va tous les deux. Ou si on sent que finalement, là-dessus, on pourra pas trouver un truc qui nous va tous les deux,
bah, on se dira juste, bah, là-dessus, on peut pas finalement, on va pas collaborer ensemble, sinon il y en a un des deux qui va être déçu. Mais au moins, avec les gens avec qui on est bien, on sent qu'on pourra toujours parler de tout. Et ça, je trouve que ça rend la vie, mais tellement magnifique que pour moi, maintenant, c'est la clé, tu vois. C'est les 10% des gens avec qui tout est positif. Et après, il y a là. Monsieur Sylvain, l'essentialiste parmi nous. Je crois que nous avons un essentialiste au téléphone. Bonjour, monsieur. Ouais, merci beaucoup, Christelle. Ah, ça m'a fait rire parce que tu as encore buggé là. Mais on a Ouais, compris, il a raccroché, ouais. l'essentialiste au téléphone. Ah, nous avons récupéré notre auditeur au standard. Oui, oui, bonjour, excusez-moi. Oui, donc ouais, j'ai kiffé cet épisode. Franchement, ça m'a. Waouh! Et je pense que nos farpettes à l'autre bout, euh, ça a dû. Je pense il y a des questions qui ont dû se poser sur des choses, des fois qu'on hésite à mettre de côté et que je pense qu'elles auront envie, elles aussi, d'être plus sélectives, du coup. Voilà, c'est ça et donc là, du coup, j'ai détaillé, on va dire, l'examiner, donc c'est vraiment le côté choisir et parce que c'est la première clé, en fait, pour devenir essentialiste Mm. et on le disait, la deuxième étape du plan d'action, c'est éliminer et donc dans éliminer, bah, il y a, en tout cas dans mon jargon, il y a faire sortir la moisson. Une fois que vous avez vos piles de choses à garder, à donner, à vendre et cetera, bah, c'est d'aller au bout et de vraiment faire sortir ce qui est à donner, à éliminer et cetera et donc c'est dans cette partie-là qu'on apprend à dire non. Donc à la fois de laisser partir les choses, de ne pas prendre les opportunités, même si elles sont énormes et de se dire que la prochaine va arriver et de d'apprendre à dire non et et aussi la notion de se désengager. Donc si vous avez l'impression d'être engagé de partout, que vous avez 3 rendez-vous sur le même créneau horaire, bah, d'apprendre à défaire ce mécanisme-là pour avoir une chose à la fois et donc c'est vraiment de passer de ce côté multitâche à monotâche. Je fais une chose à la fois, mais je sais qu'elle sera très bien faite et qu'elle sera, de qualité et après sur la partie, réaliser et ben, là, ça va être vraiment de dérouler votre plan d'action parce que dans l'étape 1, vous avez identifié clairement vos critères, vos objectifs, la direction que vous voulez prendre Mm. et vous aurez éliminé tous les obstacles, les freins, vous aurez appris à dire non, à vous positionner pour garder un travail de qualité. Et Mm. en troisième position, bah, ça va être de dérouler le plan, donc vraiment ce côté réalisé. Et donc avec la notion de se préparer, donc dessiner tous les scénarios possibles, donc du pire au meilleur. Comme ça, vous parez à toutes les opportunités, à toutes les situations qui peuvent se présenter et en utilisant les fameuses 12 lois de la productivité, comme par exemple, rajouter 50 de son temps sur une action parce qu'on a toujours tendance à trop réduire, à limiter, à se dire qu'on va le faire vite alors que ça va pas être le cas et à faire simple. Dans tous les cas, simplifier, simplifier, simplifier. Franchement, je trouve ça magnifique. Et je sais pas s'il en parle, parce que aussi, de vouloir travailler ou de côtoyer les 10% meilleurs, comme dans le cas de l'entreprise, ce qu'il faut, je trouve, ce qu'on oublie parfois de préciser, mais peut-être qu'il l'évoque lui, c'est que ça oblige à être la meilleure version de nous-mêmes. Parce que les gens qui sont pareils, qui sont exigeants, ils vont vouloir du lourd en face. Et parfois, on s'en rend pas compte, mais on reste avec du moyen ou machin parce qu'il y a des trucs en nous qu'on veut pas forcément travailler. Et on accepte des gens avec des défauts parce qu'on veut qu'ils nous acceptent avec nos défauts, en fait. Et je trouve ça hyper intéressant de se dire, OK, si on veut vraiment les 10%, le haut du panier dans tout, et bah de pas hésiter à faire l'analyse de soi-même pour se dire, moi, pareil que les vêtements ou autres, quels sont les traits de ma personnalité que je veux voir mourir parce que je suis plus trop à l'aise avec ça, par exemple, à tout le temps commencer à me mettre en colère pour pas grand-chose ou à me victimiser d'entrée de jeu, de faire vraiment l'inventaire de quelles sont les parts en moi que j'adore et que je veux cultiver, quelles sont les parts en moi que j'aime moins et ça, je vais mettre ça de côté. Ça rappelle le livre de Olivier Clerc sur le trapèze, lâcher ce trapèze et attraper le suivant, où il disait notamment, il parlait du bardo qui est dans le bouddhisme,
les moments de la mort. Et il dit, mais la mort, ça a des bons côtés aussi parce que c'est faire mourir certaines choses en nous, mais donner vie à des nouvelles choses en nous, de faire une mue presque. Et du coup, je trouve que ce qui est hyper intéressant, c'est que pour aller à l'essentiel, ça demande autant de choisir autour que de choisir en soi pour que les gens, le high level, se soient hyper contents de nous côtoyer, tu vois. Devenons le high level de notre vie. Grave, ça peut être un slogan, ça. Qu'est-ce que tu Bah, penses comme merci. mot de la fin? Alors, bah, devenez essentialiste. Devenez essentialiste. Et pour ça, du coup, comme on sent que c'est un processus et que c'est un processus qui peut être vraiment assez challengeant, et ben n'hésitez pas du coup, on peut te contacter comment, Christelle? Via christelleattic.fr? Oui, c'est ça, via le site ou via Instagram sur, Attic, enfin non, Christelle Attic, Home Organizer. Mais voilà, vous avez toutes les infos sur le site internet, là où vous trouvez le podcast et vous pouvez poser toutes vos questions. On vous répond avec plaisir et donc si vous pouvez aller, nous laisser, 5 étoiles sur, Spotify ou iTunes, un commentaire pour, nous poser vos questions ou tout simplement nous encourager et ben, nous, ça nous fait très plaisir. Waouh! Merci beaucoup. Bah, merci à toutes nos auditrices. Merci à toi, Christelle, pour tous ces partages de connaissances. Je trouve ça super intéressant. Et hâte, du coup, d'être là pour un nouvel Autostorm, pour apprendre encore plein de choses, pour être serein et efficace dans notre quotidien. Et exploser le cadre. Et exploser le cadre. Gros bisous. Ciao, ciao. OK, cool!